Après que mon fils de 11 ans et moi avons été percutés par un conducteur ivre, j'ai écrit dans la discussion de famille, nous sommes à l'hôpital. Vivant, mais sous le choc, pas une seule réponse. Des heures plus tard, il postait des selfies du brunch d'anniversaire de ma nièce. Personne n'est venu. 3 jours plus tard, j'ai reçu 48 appels manqués et un message de mon père, réponds maintenant. On a besoin de toi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai entendu. Après que mon fils de 11 ans et moi avons été percutés par un chauffard ivre, j'ai écrit sur le groupe familial. Nous sommes à l'hôpital. Vivant, mais secoué. Pas une seule réponse. Des heures plus tard, il postait des selfies du brunch d'anniversaire de ma nièce. Personne n'est venu. 3 jours plus tard, j'ai reçu 48 appels manqués, et un message de mon père, réponds maintenant. On a besoin de toi. Je l'ai fait. Et j'ai compris. L'accident n'a pas semblé réel, jusqu'à ce que nous commencions, déjà, à partir en tête à queue. Nous rentrions du cinéma, juste mon fils Jonah et moi. C'était le début de l'après-midi, il faisait beau, le ciel était clair, et il parlait du film avec enthousiasme, citant des répliques qui n'avaient aucun sens pour moi. Je me souviens l'avoir regardé, en souriant. Puis, il y a eu un bruit, comme une explosion. Un camion blanc a grillé un feu rouge, et tout a basculé, littéralement. Quand j'ai ouvert les yeux, l'airbag s'était déployé. Jonah pleurait, mais il était conscient. J'entendais le conducteur de l'autre véhicule, qui hurlait des absurdités, d'une voix pâteuse. Je ne pouvais plus bouger ma jambe gauche. Un témoin a appelé les secours. Le gars qui nous a percutés puait la bière. Il a même essayé de s'enfuir à pied. À l'hôpital, après qu'ils ont confirmé que rien n'était cassé, juste des côtes froissées, une entorse pour Jonah, et beaucoup de coupures, j'ai enfin pris mon téléphone. Je tremblais. J'ai tapé un message, sur le chat de la famille, nous sommes à l'hôpital, vivant mais secoué. Un conducteur ivre nous a rentrés dedans. Je vous donnerai des nouvelles plus tard. Le message est passé, puis, le silence. Au début, j'ai pensé qu'ils dormaient peut-être tous, même s'il était à peine 13 heures. Puis, je me suis souvenu de quel jour on était. Ma nièce, la fille de ma sœur Rachel, fêtait son anniversaire d'or. 11 ans, un 11 du mois, dans ce restaurant hors de prix, sur un toit en centre-ville. J'avais été invité, mais j'avais dit non, pas à cause du brunch, mais parce que je travaillais le matin, et que j'avais promis un film à Jonah, l'après-midi même. J'avais même déposé son cadeau, 2 jours plus tôt. Alors, je me suis dit, que quelqu'un finirait bien par regarder son téléphone. Quelqu'un allait, au moins, répondre par un « Est-ce que ça va ?» ou « Dans quel hôpital êtes-vous ?» Peut-être Rachel, peut-être ma mère, ou même mon père, qui d'habitude plane au-dessus de nous comme un hélicoptère, dès que quelqu'un éternue. Mais non. 3 heures ont passé. Ensuite, alors que Jonah dormait à côté de moi, sous perfusion pour l'hydratation, j'ai ouvert Instagram, par habitude. La première photo m'a frappé, comme une gifle. Ma sœur, mes parents, mes cousins, tous souriants, autour d'une longue table couverte de mimosas et de ballons roses. Mon père portait une couronne en papier doré. Ma mère tenait la reine du jour pour un selfie. Mon frère portait un toast. Tous étaient identifiés dans les stories. Tous étaient, visiblement, sur leur téléphone. Chacun d'entre eux avait vu mon message. Aucun n'avait répondu. Pas un seul n'est venu. Pas un seul n'a demandé où nous étions. Pas même un « Comment va Jonah ?» Nous sommes restés à l'hôpital cette nuit-là, en observation. Je n'ai pas beaucoup parlé aux infirmières, ni au docteur. Je continuais de vérifier la discussion. Toujours rien. Le lendemain matin, je commençais à avoir l'impression que j'étais peut-être morte, et que simplement, personne ne l'avait remarqué. Ils nous ont finalement laissé sortir vers 13 heures, le jour suivant. Jonah et moi avons pris un taxi pour rentrer, endoloris et fatigués. J'ai fait de la soupe, j'ai allumé les dessins animés, et j'ai essayé de faire comme si tout était normal. Je n'avais toujours pas reçu un seul appel, de personne dans la famille. Puis, le 3e jour, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. 48 appels manqués, tous de la même personne, mon père. Aucun message vocal, juste un texte envoyé à 18h13, réponds maintenant. On a besoin de toi. Je l'ai fixé pendant un long moment. Jonah a dû dire quelque chose.
Je ne me souviens plus de ce que j'ai répondu, mais j'ai appelé. J'attendais encore quelque chose, n'importe quoi sur l'accident, une forme d'inquiétude. Mais au lieu de cela, les premiers mots sortis de la bouche de mon père étaient tout autre chose. Et ce qu'il a dit ensuite m'a fait perdre connaissance, pendant quelques secondes. Jonah m'a dit plus tard que je m'étais évanoui, là, sur le sol de la cuisine. Je ne m'en suis même pas rendu compte, jusqu'à ce que j'ouvre les yeux, et que je vois le visage de Jonah juste au-dessus du mien, pâle et inquiet. J'étais allongé par terre, mon téléphone vrombissant quelque part derrière moi. Il me demandait sans cesse si ça allait, et je continuais de hocher la tête, comme si cela pouvait chasser le poids que j'avais sur la poitrine. Quand j'ai enfin été assez stable pour m'asseoir, Jonah m'a tendu un verre d'eau, et s'est assis à côté de moi, comme s'il me protégeait contre quelque chose d'invisible. Mon téléphone était encore éclairé sur la table, avec un dernier SMS de mon père, court et tranchant, Michel, décroche. On a besoin de toi. Alors, je l'ai fait. J'aurais dû faire confiance à mon instinct, dès l'instant où j'ai entendu sa voix. Pas inquiet, pas confus, juste impatient. Il n'a pas demandé si nous allions bien. Il n'a pas demandé dans quel hôpital nous étions. Il n'a même pas mentionné Jonah. Il s'est lancé directement. Il a dit qu'ils étaient à court d'argent, ce mois-ci. Les charges de copropriété étaient en retard, et leur voiture avait besoin de nouveaux pneus. Puis, il a dit quelque chose à propos de Rachel, qui avait besoin d'aide pour la compte d'un voyage scolaire pour les filles. Il le disait comme si c'était urgent, comme si le monde s'écroulait, et que j'étais la seule à pouvoir l'arrêter. Je n'ai rien dit. Je ne pense pas que j'aurais pu articuler des mots, même si je l'avais voulu. Puis est venue la partie qui m'a coupé le souffle. Il a dit, ce n'est pas tant que ça. Tu aides toujours. Tu aides toujours. Il continuait de parler des factures, de la pression, de la façon dont Rachel était stressée, et ne pouvait pas se permettre de décevoir sa fille qui, soit dit en passant, buvait des cocktails sans alcool lors d'une fête sur un toit, pendant que mon fils se faisait recoudre le sourcil. Quand je n'ai pas répondu, il a ajouté, ce n'est pas comme si tu étais en difficulté. Tu t'en sors toujours très bien. Je ne me souviens pas avoir raccroché. J'ai dû lâcher le téléphone, car la chose suivante dont je me souviens, c'est Jonah qui appelait mon nom, sa main sur mon bras, et moi, me réveillant sur le sol. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. Je me sentais vide, comme si je venais de découvrir une vérité profonde et privée sur ma propre vie, qui était là depuis toujours, attendant que je la regarde enfin en face. Plus tard dans la journée, j'ai rouvert le groupe familial. J'ai fait défiler l'écran au-delà de mon propre message non lu, celui où je disais que nous étions à l'hôpital, et j'ai compté plus d'une douzaine de messages supplémentaires, provenant du brunch. Des photos, des vidéos, des blagues sur la façon dont mon père danse mal, une photo de groupe où ils tenaient tous des ballons dorés. Ils avaient tous leur téléphone. Ils ont tous vu mon message. Chacun d'entre eux a choisi de l'ignorer. Je l'ai montré à Jonah. Il n'a rien dit au début, puis il m'a demandé s'il pensait que, peut-être, il ne m'avait pas cru. Je lui ai dit que je ne savais plus ce qu'il croyait. 2 jours plus tard, Rachel m'a envoyé un message, comme si de rien n'était. Elle me demandait si je pouvais garder ses filles samedi soir, pendant qu'elle et son mari allaient à un concert. Elle disait qu'elle était, tellement épuisée, par l'organisation de la fête. Aucune mention de l'accident. Pas de « Comment va Jonah ?» Juste, à l'heure habituelle, comme d'habitude. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une photo envoyée par ma mère, sa facture d'électricité. Pas de message, juste la facture. Comme si je devais savoir quoi en faire. Je ne me suis même pas mise en colère. Je suis juste resté assise à la fixer, réalisant que c'était le seul genre de message que je recevais d'elle, désormais. Des demandes, des besoins, des problèmes, mais jamais d'affection. Cet après-midi-là, j'ai dit à Jonah que je pensais aller leur parler, à mes parents, en personne. Je m'attendais à ce qu'il hausse les épaules, ou me demande pourquoi, mais au lieu de cela, il m'a regardé longuement, puis a dit, « Tu n'es pas obligé d'y aller, si tu n'en as pas envie. » Je lui ai dit que j'en avais besoin, que je ne pouvais plus porter ça, sans leur dire en face. Il a demandé s'il pouvait venir. Alors, ce samedi-là, au lieu de garder ma nièce et sa petite sœur, Jonah et moi sommes allés chez mes parents. Et je n'étais pas prête pour ce qui m'attendait, derrière cette porte d'entrée. Dès que Jonah et moi nous sommes garés dans l'allée, j'ai eu un pressentiment inexplicable. Pas tout à fait de l'effroi,
pas tout à fait de la colère, juste quelque chose de lourd et de définitif, comme si je savais déjà que cela n'allait pas se passer comme je l'espérais. Jonah restait silencieux sur le siège passager, les mains sur les genoux. Je lui ai demandé s'il voulait attendre dans la voiture. Il a secoué la tête. Ma mère a ouvert la porte, comme si elle n'attendait personne, alors que j'avais envoyé un SMS le matin même. Elle ne m'a pas dit bonjour, elle a juste jeté un coup d'œil à Jonah, puis s'est retournée pour rentrer à l'intérieur. Nous l'avons suivi, sans y être invités. Mon père était dans son fauteuil, regardant à moitié une chaîne de sport. Il ne s'est pas levé, il a juste dit, sans me regarder, « Alors, tu l'as apporté ou pas ?» Je suis resté là une seconde avant de répondre, « Apporter quoi ?» ?»« L'argent, » a-t-il dit. « Tu as reçu le SMS. » C'était tout. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Comment va Jonah ?» Juste le suivi d'une exigence. Je lui ai dit que je n'étais pas venu avec de l'argent. J'ai dit que je ne comprenais pas comment ils avaient pu lire ce message, celui envoyé depuis l'hôpital, alors que leur petit-fils était couvert de bleu et de bandages et ne même pas répondre. Je leur ai dit, calmement, que ça m'avait fait mal, que je ne m'attendais pas à un défilé, mais que je ne m'attendais pas au néant non plus. Ma mère s'est enfin assise face à moi, et a croisé les jambes, comme si elle s'installait pour me faire un cours. On a vu le message, a-t-elle dit. Mais Michel, tu as présenté les choses de façon bien pire qu'elles ne l'étaient vraiment. J'ai demandé, tu trouves que ce n'était pas assez grave? On a vu pire, a-t-elle répondu froidement. Vous êtes tous les deux à la maison. Vous allez bien. Si ça avait été sérieux, quelqu'un nous aurait appelés directement. Puis, mon père est intervenu, et de toute façon, c'était le jour de l'anniversaire d'Olivia. Rachel a travaillé dur pour organiser tout ça. Tu ne peux pas attendre qu'on laisse tout tomber pour un petit accrochage. Un petit accrochage. C'est comme ça qu'il l'a décrit. Comme si nous avions heurté un caddie de supermarché, et non pas été percutés par un chauffard ivre, qui a brûlé un feu rouge et tenté de fuir, pendant que mon fils hurlait. Je leur ai dit que ce n'était pas seulement l'accident. C'était le silence. La façon dont ils continuaient leur vie, comme si nous n'existions pas. La façon dont ils faisaient la fête, pendant que je fixais le sang sur la chemise de mon enfant. J'ai dit que si les rôles avaient été inversés, si Rachel avait été celle aux urgences avec ses filles, je savais très bien que j'aurais été là. Sans hésitation. Rachel est entrée de la cuisine, à ce moment-là, avec un verre de vin, et a dit, « Tu ramènes toujours tout à toi. » Je me suis tourné vers elle. J'étais à l'hôpital. Elle a haussé les épaules, et maintenant, tu n'y es plus. Jonah se tenait à côté de moi, me serrant la main plus fort que d'habitude. Je l'ai regardé, puis je les ai regardés à nouveau, et j'ai dit que je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus être celle qui donnait encore, et ne recevait rien d'autre que du silence, ou de la culpabilité, en retour. J'ai dit que j'arrêtais de prétendre qu'il s'agissait d'une relation réciproque. Ça ne l'était pas. Mon père a dit, « Alors, tu vas nous punir maintenant, pour rien du tout ?» Ma mère a ajouté, « Tu surréagis toujours. » Rachel a conclu, « Elle reviendra la semaine prochaine. » Comme d'habitude. Attendez qu'elle ait besoin d'aide pour quelque chose. J'ai regardé Jonah à nouveau. Il a murmuré, « S'il te plaît, on peut s'en aller. » Et c'était fini. Nous sommes partis, sans un mot de plus. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je suis juste sorti, et je l'ai laissée se refermer derrière moi, comme elle s'était déjà refermée sur tant de parties de ma vie, avant que je ne sois prête. Quand nous sommes rentrés, j'ai ouvert mon application bancaire, et j'ai commencé à couper les vivres. J'ai arrêté de payer leur internet, j'ai cessé de couvrir leurs factures d'électricité, ainsi que leur forfait mobile. J'ai annulé le virement automatique mensuel vers leur compte courant, celui que j'avais mis en place il y a des années, quand mon père se remettait d'une opération du dos, et que Rachel venait de divorcer de son premier mari. Le premier appel est arrivé le lendemain. Ma mère demandait si j'avais, accidentellement, annulé quelque chose. Puis, Rachel m'a envoyé un message, me demandant si je pouvais toujours faire du babysitting samedi. Je n'ai même pas répondu. Mon père a envoyé un SMS plus tard dans la semaine, pour dire que la facture d'électricité était due, et que leur carte avait été refusée. J'ai ignoré cela aussi. Le silence que je recevais alors était différent, de celui de l'hôpital. Cette fois, il était colérique, sous pression, et temporaire. Ils allaient revenir.
Il le faisait toujours, quand il voulait quelque chose. Je ne savais juste pas jusqu'où ils iraient, pour essayer de l'obtenir. Je ne pensais pas que le mot « non » devrait être répété. Mais avec ma famille, dire non, c'était comme parler une langue qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre. Pendant presque 2 semaines, j'ai ignoré chaque demande, chaque tentative de culpabilisation, chaque message déguisé en rappel ou en service. Ma mère a envoyé une photo d'une facture EDF sans contexte. Mon père a envoyé une capture d'écran de son compte bancaire vide, avec un emoji triste. Rachel, bien sûr, était la pire, alternant entre le sarcasme et la manipulation, comme s'il s'agissait d'un sport. Et puis, elle a fini par débarquer. C'était un jeudi. J'avais fait une longue journée de travail, j'étais passé au magasin, et j'avais hâte de m'allonger. Mais elle était là, assise sur mon perron avec ses filles, toutes deux collées à leur tablette, comme si elles attendaient un Uber. Elle s'est levée et a dit, « Tu peux les garder un moment ?» Un imprévu. Une urgence. J'ai dit, non. Je lui ai dit que je n'étais pas disponible, qu'elle aurait dû appeler, et qu'elle ne pouvait pas simplement se pointer, en s'attendant à ce que je laisse tout tomber. Rachel n'a pas discuté. Elle a juste souri, s'est retournée, est remontée dans sa voiture, et est partie. Je n'ai même pas bougé. Je suis resté là, les clés encore à la main, à la regarder s'éloigner, comme s'il était parfaitement normal de laisser 2 enfants à quelqu'un, à qui on n'avait presque pas parlé depuis des semaines. Les filles n'ont même pas levé les yeux. L'une d'elles a demandé si j'avais des biscuits aux fruits. Je les ai fait entrer. Je leur ai donné à dîner, j'ai mis un film, et j'ai envoyé un seul message à Rachel, je n'ai pas donné mon accord pour cela. Ne recommence jamais. Pas de réponse. Elle n'est revenue qu'à 21h12. Elle n'a pas frappé. Elle a juste sonné, a attrapé leur manteau, a dit « Merci, je t'en dois une », et elle est partie. Pas d'excuses, pas d'explications, pas même un regard. Cette nuit-là, Jonah et moi étions assis en silence. Il lisait quelque chose pour l'école, mais toutes les quelques minutes, il me jetait un coup d'œil. Finalement, il a demandé « Est-ce que tu me laisserais, moi, mes enfants comme ça ?» J'ai dit « Non ». Il a hoché la tête, comme s'il connaissait déjà la réponse. « Je ne veux pas être comme eux », a-t-il dit. Jamais. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de la compagnie d'électricité. Pas la mienne, celle de mes parents. Apparemment, j'étais toujours enregistré comme contact secondaire sur leur compte, chose que j'avais complètement oubliée. L'objet disait « Avis de coupure finale » en lettres rouges et grasses. Je l'ai fixé longtemps, puis je l'ai fermé. Ils apprenaient enfin à quoi ressemblait la vie, sans mon aide. Mais ce que je n'attendais pas, ce qui m'a frappé de nulle part, c'est le coup de téléphone plus tard dans la journée. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais la voix au bout du fil était familière. Michel, c'est tante Lorraine. Je viens d'apprendre. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai demandé, te dire quoi? L'accident, l'hôpital, tout, a-t-elle dit. Je n'en avais aucune idée. Ta mère a dit que ce n'était rien, que tu faisais encore ton intéressante. Mais le voisin a mentionné quelque chose, et ça me paraissait louche. Alors, j'ai appelé. Pendant une seconde, je n'ai pas su quoi dire. J'avais tout gardé pour moi, en supposant que personne ne s'en souciait, ou pire, que tout le monde était d'accord avec l'image que mes parents avaient de moi. Mais Lorraine continuait de parler. Elle a demandé comment allait Jonah, si nous avions besoin de quoi que ce soit. Elle parlait comme quelqu'un qui attendait, depuis longtemps, une raison de reprendre contact. Elle a dit, ils ont toujours mis Rachel sur un piédestal. Tu as été leur filet de sécurité pendant des années. Ce n'est plus ton rôle, désormais. Je ne savais pas qu'elle l'avait remarqué, elle aussi. Le soir même, elle nous a invités à dîner. Elle a dit de venir en tenue décontractée, pas de pression, juste à manger et de la compagnie. Jonah hésitait, jusqu'à ce que je lui dise que tante Lorraine avait un chien, et un grand jardin. Là, il était partant. Nous y sommes allés le samedi soir. Lorraine et son mari vivent dans une petite maison à l'extérieur de la ville. Rien de luxueux, mais on aurait dit une autre planète, comparée à chez mes parents. Pas de tension, pas de regard froid, pas d'attente qu'on nous demande quelque chose. Nous avons mangé des spaghettis et du pain à l'ail. Jonah a joué à la balle avec leur chien dans le jardin, tandis que Lorraine m'interrogeait sur mon travail, sur la façon dont j'allais, vraiment.
Pas une seule fois elle n'a évoqué l'argent, les services, ou le passé. Elle écoutait, tout simplement. Sur le chemin du retour, Jonah a dit, ils sont différents. Ils nous apprécient, pour de vrai. J'ai dit, je pense que oui. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'être enfin sorti du rôle dans lequel j'étais coincé. La responsable, celle qui répare tout, le plan de secours émotionnel. Pour une fois, on ne se servait pas de moi. On me voyait, tout simplement. Le lendemain du dîner chez tante Lorraine, je me suis réveillé avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la tranquillité. Pas celle qui est vide. Celle qui vous emplit quand un poids énorme a été soulevé. Mais le silence, quand il s'agit de gens comme ma famille, ne reste jamais calme longtemps. Dès le lundi, les SMS ont recommencé. Ma mère a envoyé une photo de son armoire à pharmacie, et a écrit, presque plus rien. Tu peux m'en racheter? Mon père a envoyé un SMS qui disait juste, prêt immobilier en retard. Tiens-moi au courant. Et Rachel. Elle a eu le culot de m'envoyer un message vocal qui commençait par, écoute, je sais que tu fais encore ton truc bizarre, mais tu peux garder les filles ce week-end, ou pas? Personne n'a demandé comment j'allais. Pas une fois. Ils n'ont pas pris de nouvelles de Jonah. Ils n'ont pas mentionné l'hôpital, l'accident, le silence. Tout ce qu'ils voulaient savoir, c'était ce que je pouvais encore faire pour eux. C'était leur monnaie d'échange, mon utilité. Alors, je n'ai pas répondu. J'ai préparé le petit déjeuner pour Jonah, je l'ai emmené à l'école, j'ai fait un double service au travail. Je suis rentré, j'ai arrosé les plantes sur notre petit balcon, et j'ai ignoré mon téléphone comme s'il était empoisonné. Il a fallu exactement 5 jours pour que quelqu'un perde patience. Et bien sûr, c'était Rachel. Elle est revenue. Cette fois, elle était en colère. Pas une colère de spectacle, comme d'habitude, avec des soupirs et des roulements d'yeux, mais une colère bouillonnante, réelle. Elle m'attendait devant ma porte, les bras croisés, le visage fermé. Je suis sorti et je lui ai dit que je n'étais pas d'humeur. Elle a dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de juste disparaître. Je n'ai rien dit. Elle a continué, maman et papa tiennent à peine le coup. Olivia pleure parce qu'elle pense que tu la détestes, et maintenant c'est moi la méchante, parce que tu as décidé de faire une sorte de crise de la quarantaine. J'ai dit calmement, j'ai failli perdre mon fils. Elle n'a même pas scié. Mais tu ne l'as pas perdu, a-t-elle dit. Alors arrête de faire comme si. Tu crois que tu es la seule à avoir des problèmes? Tout le monde traverse des choses. Toi, tu en fais juste un spectacle. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait exactement de moi. Elle a dit, je veux retrouver ma sœur. Celle qui s'en souciait. Celle qui ne rendait pas les choses difficiles. Je l'ai regardée longuement. Et puis j'ai dit, je ne te manque pas. Ce sont les choses que je faisais pour toi, qui te manquent. Elle n'a pas répondu à ça. Elle est juste partie. Pas d'excuses. Pas de changement. Comme toujours. Mais 2 jours plus tard, les choses ont empiré. J'ai reçu un appel au travail. C'était le gestionnaire de la résidence de mes parents. Apparemment, mon père m'avait inscrite comme garante secondaire sur le compte de la copropriété, sans me le dire. Et maintenant, il menaçait d'engager des poursuites judiciaires, si le solde impayé n'était pas réglé. Près de $1 800. J'ai appelé mon père. Pas de réponse. Puis, j'ai reçu un SMS, je ne pensais pas que ça te dérangerait. Tu couvres toujours. Pas d'explication, pas d'avertissement, juste la certitude que je ferai ce que j'ai toujours fait, réparer. Et c'est là que j'ai compris. Il n'essayait pas de me blesser. Pas délibérément. Il ne me détestait pas. Il ne me voyait juste pas. Il voyait un portefeuille, une babysitter, un parent de rechange pour les enfants de Rachel, quelqu'un qui serait toujours là parce qu'elle l'avait toujours été. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je pensais que je le ferais, mais non. Je me suis juste assise à la table de la cuisine, pendant que Jonah faisait ses devoirs, et je me suis discrètement retiré de chaque compte, de chaque responsabilité partagée, de chaque contact, en cas d'urgence, pour lequel il m'avait utilisé. L'électricité, les charges, même le contact d'urgence à leur pharmacie, supprimé. Et ils l'ont remarqué. Le lendemain, mon père a laissé un message vocal, « Tu fais vraiment ça à ta famille ?» Puis est venue la culpabilité, les menaces.
Rachel a envoyé un message disant « J'espère que tu es fier. Quand maman retombera malade, ne t'avise pas de venir. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, ce week-end-là, j'ai emmené Jonah chez Lorraine à nouveau. Nous avons fait des burgers au barbecue. Il a aidé son mari à faire la vidange de sa voiture. Nous avons regardé de vieux films. Lorraine a fait du chocolat chaud, et a donné à Jonah un pull qui appartenait à son fils, quand il avait son âge. À un moment donné, je suis sorti chercher quelque chose dans la voiture, et je suis resté là, dans l'allée, pendant 1 minute, à respirer. Jonah est sorti derrière moi et a dit « Est-ce qu'on peut venir ici pour Thanksgiving ?» Je me suis tourné vers lui. « Tu es sûr ?» Il a hoché la tête. « C'est plus calme ici. » J'aime le calme, maintenant. C'était la première fois que je réalisais à quel point tout cela l'avait affecté. Pas seulement l'accident, mais la famille, la façon dont il nous vidait de notre énergie, comme si c'était normal. Nous sommes restés tard cette nuit-là, et au moment de partir, Lorraine m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait un mot écrit à la main, « Personne ne décide de ta valeur, à part toi. Je te vois. » Jonah aussi. Elle ne me devait rien. Elle n'essayait pas de me contrôler. Elle n'essayait pas de me culpabiliser, ou de se servir de moi. Elle choisissait simplement d'être bienveillante. Et pour une fois, j'ai laissé quelqu'un être bienveillant, sans méfiance, sans attendre le prix à payer. C'était le début de quelque chose de vrai. Le groupe de discussion familiale s'est agité 2 jours avant Thanksgiving. Rachel a écrit « Dîner chez maman et papa à 16 heures. » Tu fais toujours la tarte à la citrouille, n'est-ce pas, Michel? Ma mère a ajouté « N'oublie pas la crème fouettée cette fois. » Les enfants étaient déçus l'année dernière. Pas de bonjour, pas de « Est-ce que tu viens ?» Pas même une mention de ce qui s'était passé le mois dernier. C'était comme si rien n'avait eu lieu. L'hôpital, les messages ignorés, la rupture, la blessure de Jonah, Rachel me déposant ses gosses comme un colis sur un Porsche. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, on attendait toujours de moi que je vienne avec le dessert, réglé comme une horloge. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas fait de tarte. Je n'ai même pas rouvert le groupe. Le jour de Thanksgiving, Jonah et moi sommes montés en voiture, et sommes allés chez tante Lorraine. Elle avait préparé tout le repas elle-même. Dinde, farce, patates douces avec les guimauves légèrement grillées. Jonah a adoré cette partie. Et une tarte aux noix de pécan, au lieu de la citrouille. La table n'était pas décorée comme dans un magazine. Pas de centre de table, ni de marque-place. Juste de la nourriture, de la chaleur, et des gens qui nous demandaient, vraiment, comment nous allions. Sa fille, que je connaissais à peine avant tout cela, a sorti une boîte de vieilles décorations, et a demandé à Jonah de l'aider à les accrocher dans l'arbre. Il souriait, comme si on venait de lui donner un ticket de loto gagnant. Son mari m'a tendu un verre de vin et a dit « On est juste content que vous soyez là. » C'est tout. Pas de culpabilité, pas de conditions, juste de la joie. Au milieu du dîner, j'ai vérifié mon téléphone, par réflexe. Il y avait encore le groupe familial. Ma mère avait posté une photo de la table du dîner, chez eux. Tout le monde était réuni, les assiettes pleines, les bougies allumées, et puis, juste après, un autre message de Rachel, « Alors, tu ne viens vraiment pas ?» Pas même un SMS. Waouh. 1 minute plus tard, tu aurais pu, au moins, envoyer la tarte. Puis le silence, de nouveau. J'ai retourné mon téléphone, et je l'ai laissé face contre table. Cette nuit-là, alors que nous rentrions, Jonah a demandé, « Tu penses qu'ils comprendront un jour pourquoi on n'est pas venu ?» J'ai dit, « Peut-être, mais je ne pense pas qu'ils s'en soucient assez pour essayer. » Et il a juste hoché la tête, en regardant par la fenêtre. C'est pas grave. Celui-là était mieux, de toute façon. Il avait raison. C'était mieux. Pas parfait, pas luxueux, mais mieux là où ça comptait. Le genre de « mieux » où l'on se sent en sécurité, et authentique. Quelques jours plus tard, Lorraine m'a envoyé un message pour nous demander si nous avions des projets pour le réveillon de Noël. Elle a écrit « Pas de pression, mais on adorerait vous avoir à nouveau. La famille vient, et j'ai un jambon avec ton nom dessus. » Ce n'était pas une exigence. Ce n'était pas emballé dans de la culpabilité. C'était juste une porte ouverte. J'ai dit oui. Le réveillon de Noël a été quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, joyeux, sans mise en scène.
Lorraine avait une chaussette pour Jonah, avec son nom brodé dessus. À l'intérieur, il y avait de petits cadeaux, des chaussettes, des friandises, et une nouvelle paire d'écouteurs. Il avait l'air choqué, comme s'il ne pouvait pas croire que quelqu'un se soit souvenu de lui avec autant de détails. Ma chaussette contenait une photo encadrée, que Lorraine avait imprimée elle-même. C'était Jonah et moi chez elle, lors du deuxième dîner que nous y avions fait. Nous rions tous les deux de quelque chose, je ne me souviens même plus de quoi. Sous la photo, il y avait une petite citation qu'elle avait écrite à la main, « La famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui on est, c'est surtout ceux qui sont là, quand ça compte vraiment. » Ce cadre est accroché dans notre couloir, maintenant. Quelques semaines plus tard, Rachel a envoyé un long message. Le ton était différent, cette fois, plus froid, plus définitif. Elle disait que « j'avais fait mon choix » et que je ne devais plus m'attendre à être incluse dans les événements familiaux à l'avenir. Elle terminait par « Papa et maman ont le cœur brisé. J'espère que tu es heureuse. » Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je me suis juste senti libéré. Parce que la vérité, c'est que j'avais effectivement fait mon choix. J'ai choisi Jonah. J'ai choisi la paix. J'ai choisi de ne pas être utilisée, de ne pas être réduite au silence, de ne pas recevoir la culpabilité comme un cadeau que j'étais censé porter. Je n'ai pas seulement perdu ma famille. Je les ai laissés partir. Et en faisant cela, j'ai trouvé des gens qui ne cherchaient pas ce que je pouvais leur donner. Des gens qui m'ont vu, et qui m'ont choisi. Et j'ai réalisé, pour la première fois de ma vie, que je faisais enfin partie d'une famille que je n'avais pas besoin de mériter.